Acte 2 de la semaine du tribunal de l'actualité. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver du lundi au vendredi pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre sur les médias leaders True TV et Watt FM. Vous le savez, nous sommes en direct et en simultané. Nous sommes également accessibles par un clic en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Scarlett Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs les juges. Juge Vaha, juge Bougma. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Démantèlement d'un vaste réseau de fraude sur le carburant au Burkina Faso, des dizaines de personnes aux arrêts, une fraude au carburant qui serait un des circuits de financement du terrorisme au Burkina Faso. Le sujet est au cœur de l'actualité, c'est également le premier sujet enrôlé pour la présente convocation. Nous allons également parler politique avec justement la reprise hier du dialogue politique après 3 mois de suspension. Majorité et opposition renouent le fil du dialogue, sécurité, réconciliation nationale, échéance électorale de 2022, c'est le menu de ce dialogue politique. Cette fois-ci, sera-t-elle la bonne? La question sera posée au juge et la réponse, ça sera après cette première virgule, les avant-propos. Et pour cette première partie, nous allons donner la parole au juge Bougma. Qu'est-ce qui a retenu votre attention pour cette deuxième convocation de la semaine du tribunal de l'actualité? Merci, président. 2 avant-propos. Tous ces 2 avant-propos, c'est à l'extérieur du Burkina. Le premier avant-propos, il y a 63 ans, la Guinée de Sékou Touré disait non à la France à l'issue du référendum qui avait été organisé. Donc, et nous autres, c'est 2 ans après qu'en 60, nous, on a pris notre indépendance. Donc, un non chose et un oui à l'affranchissement qui a sonné dans les oreilles des uns et des autres. Une date historique qui a conféré effectivement à la Guinée de Sékou Touré de l'admiration en son temps parce que ce n'était pas évident. C'est vrai que la suite, on la connaît, mais c'est des Guinéens qui s'étaient déjà assumés très tôt. Je pense que si les autres, comme la Guinée s'était assumée très tôt, nous n'en serons pas là. On n'allait pas être liés par une devise CFA, on n'allait pas être liés par beaucoup de choses et beaucoup de nos dirigeants visionnaires comme Modibo Keïta, comme on appelle ça, Olympio du Togo et autres n'allaient pas être effectivement dès les premiers moments de notre indépendance décagnotés de la sorte. Parce que les raisons également, on les connaît. Donc, c'est une Guinée qui a fait son bonhomme de chemin, qui malheureusement, en 2009, a aussi été blessée dans son amour-propre, parce qu'en 2009, le 28 septembre 2009, il y a eu aussi au stade ce qui s'est passé avec plus de 150 personnes qui ont été massacrées par rapport à la manifestation contre le maintien de Dadis au pouvoir. Là aussi, la suite, on la connaît. C'est un dossier qui avance à tâtons. Dadis est reculé à Ouaga, en tout cas selon les vœux des nouvelles autorités de Conakry. Il plaide pour que, comme on appelle ça, elle plaide pour que Dadis rentre. C'était d'ailleurs, les gens avaient dit au plus tard, fin septembre, le mois de septembre est en train de finir. Peut-être que d'ici là, il va rentrer. Mais c'est une Guinée qui vient de loin, qui a des plaies à panser. Donc aujourd'hui, qui vit dans une transition qui n'a pas véritablement encore commencé parce qu'on n'a pas encore le gouvernement pour savoir, militaire du tout militaire, ou bien c'est un dosage de militaires. C'est vrai qu'il y a eu des propositions de postes, mais 63 ans après, il y a une Guinée qui aujourd'hui est comment on appelle ça, en transition. Je dis bien qu'il est venu de loin, avec ce qu'on connaît. Donc, ce que je peux souhaiter, c'est du courage à tous les Guinéens et bon vent aux Guinéens. Le deuxième avant-propos, j'ai dit, il y a 2, tout est hors du pays. Le second, c'est la Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara, où son frère, Téné Birahima Ouattara, a snobé, j'allais dire, le groupe français Thales, au profit de l'américain Escort Technologies, dans le cadre d'un marché, donc de la fourniture d'équipements pour la surveillance de la frontière nord, donc la Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il y a des incursions terroristes qui ont commencé à partir du Burkina Faso. Donc la Côte d'Ivoire veut surveiller sérieusement son territoire. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc il y a effectivement de la logistique à fournir. Parmi ceux qui avaient positionné, il y avait Huawei qui s'était positionné. Il y a le groupe français Thales
qui a plusieurs réalisations dans ce domaine-là. En Côte d'Ivoire, on se rappelle de 2010, où c'est le groupe Thales qui avait eu le marché pour le processus électoral et tout un certain nombre de choses biométriques. Donc, mais finalement, à l'arrivée, les Français étaient bien positionnés, mais à l'arrivée, c'est un Lansina Koné qui a joué vraiment les médiations, et puis finalement, c'est l'Américain Score Technology qui prend le marché. Et donc, et là, c'est une France également qui a été, j'ai dit bien, snobée, télescopée par... mais il paraît que c'est le ministre Téné Birahima Ouattara, qui est le ministre de la Défense, qui a conduit ce processus-là. Donc, en quelques semaines, après l'Australie qui renonce aux sous-marins, deuxièmement, c'est la Suisse qui renonce au Rafale pour le F-35 américain, et là, c'est la Côte d'Ivoire qui laisse tomber le groupe Thales pour Score Technology. Ça ne doit pas être un bon temps de repos pour le président Emmanuel Macron actuellement. Parce que certains, comme le marché australien, c'est d'ailleurs Hollande qui avait réussi à faire signer. Et quand vous arrivez, et vers la fin de votre mandat, vous commencez à perdre ce genre de marché très stratégique pour un pays comme la France. Donc il y a aussi le leadership d'un président, naturellement, au niveau de la France aujourd'hui, qui s'interroge, comment on appelle ça, qui est interrogé. Donc il a à mouiller fort le maillot, effectivement, s'il lève d'un second mandat, parce que ces choses-là comptent, parce que c'est des puissants lobbies, et en réalité, ce sont parfois les bras financiers de l'ombre. Et pour terminer, il y a le Sahel qui est un enjeu stratégique pour le deuxième mandat de Macron, et là, s'il y a des échappées également au niveau du Sahel, ce n'est pas évident pour lui. Donc, il y a un enjeu majeur. La dernière fois, j'ai cité le général français qui dit, en fait, le combat au Sahel est utile pour la France et stratégique pour l'Amérique. Comprends? Tu comprendras. Merci, juge Bougma. Juge Va. Oui, mon avant-propos est aussi dans la droite ligne de celle de celui de Bernard Bougma. Il concerne la France et le Mali. Le torchon est en train de brûler, et ça très fort parce qu'on voit les flammes de très loin. Après le propos de Choguel Maïga tenu à la rencontre ONU, il y a depuis donc Paris des réactions fortes, notamment la ministre des Armées Parly. Je vous reprends déjà le propos. Elle dit, et ça vous allez comprendre que c'est vraiment, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère, c'est beaucoup d'hypocrisie, c'est beaucoup de mauvaise foi, beaucoup d'indécence, et c'est ce que donc disait donc Florence Parly concernant donc les accusations de retrait de la France, du Mali. Et quand elle dit accusation, parce que l'expression qui avait été celle de Choguel Maïga, c'est que la France abandonne le Mali en plein vol, et que sur certaines questions, notamment le retrait, il n'y a pas eu de vraie concertation. Il y a eu, c'est le terme qui a été employé, c'est un manque. Et le terme qui a été employé, c'était ça, un manque de concertation, et que le retrait s'est fait en termes de décision de façon unilatérale, et la transformation d'une présence en une autre force dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants, selon Choguel Maïga, en tout cas du point de vue des autorités maliennes et du peuple malien, est encore une grosse question. Et quand on voit la réaction donc française, elle est à la fois épidermique, et on la sent vraiment agacée par les nombreuses sorties aujourd'hui des autorités maliennes, notamment sur l'offre de sécurité. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que Parly tient de tels propos, parce que là on est dans des qualificatifs, et alors que quand on écoute les propos de Choguel Maïga jusqu'à aujourd'hui, il parle de son peuple, il parle du choix qu'il a et des obligations qui sont les leurs de sécuriser un territoire. Que la France parte, ils le disent eux-mêmes, c'est bien. Et dans son discours, il dit à un moment donné, il n'y a pas de sentiment anti-MINUSMA au Mali, il n'y a pas de sentiment anti-français. Maintenant, c'est à eux de s'assumer sur les questions de sécurité. La France s'en va, ça c'est une donne pour eux. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Il y a un vide qu'il faut combler. Et quand elle dit accusation de lâchage, moi je me pose la question de savoir, quand il y a quelques mois, ils communiquaient sur leur départ et l'impact que cela pourrait avoir sur la zone sahélienne, parce qu'ils sont très présents et que leur offre est des plus probantes et tout. Qu'est-ce qu'ils espéraient? Que le Mali s'asseye et qu'il regarde? Et puis les propos sont aussi ceux d'une France toujours condescendante avec ses anciennes colonies. Mais ça ne peut pas continuer. Je pense aussi qu'avec le Mali, il y a beaucoup de choses que certains ont compris. Quand votre présence pendant 8 ans
n'arrive pas à donner des résultats qui sont attendus, des résultats probants, le problème n'est plus la question de votre présence ou de votre absence. Non, c'est la question de savoir pourquoi s'accommoder de quelque chose qui soit aussi incommodant alors que on n'avance pas. Et ça, c'est une question que le Malien, de façon normale, de façon légitime, devrait pouvoir se poser. Et puis, on ne peut pas comprendre qu'il y ait ce branle-bas-là juste parce qu'un pays décide de voir ailleurs ou bien décide de regarder dans les champs du possible relativement à une offre pour sa sécurité. C'est vrai, certains disent que c'est quitter un jour pour un autre jour, c'est quitter un maître pour un autre maître, mais commencer à avoir le choix déjà même, c'est pour moi aussi un début de liberté. Maintenant, c'est clair qu'il faut construire une offre domestique pour ce qui est de la sécurité au Mali, mais ça passe aussi par d'abord répondre aux problèmes d'aujourd'hui. Le Mali seul ne peut pas. Et donc, il doit pouvoir discuter, nouer des accords de façon indépendante parce que le Mali est indépendant et que cela puisse continuer. La France qui hausse le ton, la France qui a des propos à la limite injurieux à l'endroit des autorités maliennes, c'est des choses que nous regardons mais qui ne peuvent plus se concevoir dans l'ère dans laquelle nous sommes. Et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'il y a ce sentiment qu'ils qualifient eux d'anti-français. Il n'y a pas de problème entre les anciennes colonies ou les populations et les Français. Il y a une politique française dans nos pays qui est interrogée aujourd'hui et qui est regardée de près et sur lesquelles les critiques fusent de toutes parts parce qu'il y a une condescendance. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'ils comprennent. Tant que ça ne changera pas, ce n'est plus l'époque où on baissait la tête et puis on acquiesçait et on continuait. Aujourd'hui, je le dis toujours, on est allé dans les mêmes écoles, on n'a pas rougi devant eux. Sur les métiers que nous faisons, on se connaît, on se sait. Il n'y a plus de complexe. Le seul complexe qu'il pourrait y avoir, c'est un complexe de supériorité, mais venant d'eux. C'est de ça aussi qu'il s'agit aujourd'hui. Et je crois que sur la question malienne, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être révélées. Et moi, j'avoue que il y a des éléments qui sortent parce que c'est clair que les autorités maliennes sont exaspérées par rapport à un certain nombre de contraintes qu'il y a et peut-être qui impactent les choix, notamment des autorités depuis fort longtemps, et dont ils veulent se délier. Et on comprend que s'en délier n'est pas si facile. Et je comprends que cette France-là soit aux abois quand elle regarde ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Merci, messieurs les juges. Nous allons dès à présent nous intéresser au premier sujet qui a été choisi pour la présente convocation. Un sujet au cœur de l'actualité, on l'a dit. 72 personnes aux arrêts pour contrebande aggravée, blanchiment de capitaux et financement de terrorisme. Cela a été annoncé par le procureur Aruna Yoda dans un communiqué. Alors, on l'a dit, quand on regarde aussi nos confrères de l'événement qui annoncent et qui précisent qu'il y a 8 personnes qui sont actuellement en cavale justement dans le cadre de cette enquête qui a été engagée par les autorités judiciaires. Alors, juge Bougma, on peut parler d'un gros coup de filet pour les autorités judiciaires au Burkina Faso? En tout cas, dans ce cas, on peut parler d'un gros coup de filet parce que 72 personnes déjà, c'est beaucoup. Et derrière ces 72 personnes, il y a au moins, comme si on évalue le nombre de personnes qu'il peut avoir derrière ces 72 personnes. Je ne parle pas de ceux qui sont pris comme employés, qui peut-être ne savent pas ce que le patron fait dans son entreprise. Je parle de complices sur toute la chaîne, depuis l'origine jusqu'à la destination finale. Donc derrière ces 72 personnes-là, c'est sûr que c'est des milliers et des milliers de personnes qui sont là-dedans. Maintenant, quand on ajoute à ce qu'il y a comme réalité, parce qu'il y en a qui sont des patrons de stations-service qui travaillent dans ce domaine-là. Donc, effectivement, c'est un gros coup de filet. Maintenant, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il y a des marais qu'il faut assécher. Et ces marais, la contrebande de carburant fait partie, la contrebande de médicaments fait partie, la contrebande des engins à 2 roues et des pièces détachées font partie. Tant que ces choses-là ne vont pas être asséchées, ce n'est pas évident. Parce que cette contrebande, on ne sait pas à qui elle vend et qui est derrière. C'est vrai que dans le temps, à Ouagadougou ou ailleurs, vous commandez votre moto, quelqu'un qui est de Ouagadougou, il part à Lomé, il paye, il dribble la douane, il vient, il vous le vend. C'est beaucoup plus ou moins cher que ce qui est vendu en boutique, parce qu'en boutique, le boutiquier, celui qui a ouvert son magasin, qui stocke, non seulement il paye la location du magasin, ce qui est envoyé en boutique,
il paye la boutique, il paye les taxes, il paye l'électricité, et puis il y a des salariés. Donc ça ne peut pas être le même coût. Mais l'impact même de cette contrebande des engins à 2 roues sur le marché des cycles, elle est très grande. Donc, et certains d'ailleurs qui ont ouvert des boutiques sont aussi complices de cette contrebande en même temps en sous-main. Donc vous avez ces engins-là qui viennent par devoir détourner pour peu que vous ayez fait le centre-est. Je parle de la région du centre-est. Coupé-là, Tankodogo, la zone, en tout cas la zone du centre-est, il y a une bonne partie. Il y a des moments où vous levez, vous voyez une longue file d'engins à 2 roues. Mais c'est de la vitesse inimaginable. Et ils maîtrisent les pistes là. Et c'est des passeurs. Donc, chargés de pièces détachées, parce que toujours à l'arrière, c'est une charge. Donc, chargés de pièces détachées qui viennent, qui lavent l'engin, et puis bon, c'est écoulé sur le marché. Mais aujourd'hui, dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, dans le contexte terroriste, finalement, on ne sait plus qui paye. Parce qu'à Ouagadougou, il y en a qui ont payé des engins comme ça. Maintenant, aujourd'hui, qui peut passer la commande? Voilà, donc il y a cette réalité-là, effectivement, à avoir. Et aussi, parce que c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de sous qui circulent. Donc, c'est un gros coup de filet et on attend véritablement la suite, parce que c'est sûr que ces messieurs-là ne peuvent pas réussir autant d'années avec arriver à faire ces choses-là sans de vrais complices à l'intérieur, même de notre administration douanière et des services d'impôt. Ça va être très difficile, voire même impossible. D'accord. Alors, juge, c'est vrai, Bernard l'a dit, il se pourrait qu'il y ait des implications. D'ailleurs, quand on regarde un peu la réaction de certains sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup plus de menus frétins, ceux qui sont aujourd'hui arrêtés, et qu'il faut pousser l'enquête pour, en tout cas, avoir les vrais responsables. Oui, mais le communiqué qu'on a eu du procureur dit clairement que l'enquête se poursuit et que ils sont... Pour ceux qui ont été ceux sur lesquels le grappin a été mis dessus, il y a donc des auditions qui continuent. Donc ça va permettre d'ouvrir d'autres brèches et puis peut-être mettre la main sur ceux qui sont à la tête de ce réseau-là. Et je pense que c'est ça le plus intéressant. Mais il y a déjà, faut reconnaître qu'il y a un travail qui a été mené et qu'il faut saluer déjà. Parce que vous savez, très souvent, lorsque les forces de défense de sécurité arrivent à démanteler des bases de terroristes, qu'est-ce qu'ils y trouvent? Il y a des fûts dans lesquels sont stockés du carburant et autres. Sinon, comment ils se déplacent? À moto, on a vu dans les villages ou autres, des contrées qui ont été attaquées et tout. Vous avez une centaine de motos, 150 quelquefois, 10 certains, qui se suivent à la queue leu et qui arrivent et débarquent dans des contrées où on commence à tirer un peu partout. Mais ça, ils se transportent, donc ils ont du carburant. Mais ça, c'est le fruit de la contrebande. Vous ne verrez pas les entreprises traditionnelles que nous avons continuer d'avoir des stations qui fonctionnent dans ces espaces-là. Non. Donc, il y a une contrebande qui ne dit pas son nom et il y a des personnes qui continuent donc d'être approvisionnées. Et c'est clair, comme disait Bernard tout à l'heure, et c'est important, si il est fermé, leur circuit d'approvisionnement, ça rend plus difficile pour eux de tenir leur position, de tenir leur bastion. Comment vont-ils continuer de patrouiller sans carburant? Comment peuvent-ils élargir leur champ d'action sans carburant? Ça, c'est des éléments qui sont forts. Donc, je veux dire que ça, c'est l'impact déjà premier qu'on pourrait lire à travers cet assèchement d'une filière qui est dangereuse en termes d'impact déjà pour nous. Maintenant, il y a beaucoup de choses à interroger parce qu'il y a les pays aussi voisins qui ne rendent pas la chose facile. On parle par exemple je pense du Niger, on parle aussi du Bénin, mais Bénin, il faut comprendre qu'il y a un axe qui quitte le Nigeria jusqu'à venir ici, par lequel qui sont en fait aussi les zones de provenance de ce carburant-là et qui devrait transiter par le Burkina pour certains, pour aller ailleurs, mais dont le Burkina reste en fait la destination finale, et ce qui n'était pas prévu. Ou encore, on parle de transport avec des fûts à l'intérieur, des fûts en caoutchouc et tout, dans lesquels le carburant est. On sait que c'est pas comme ça qu'on doit transporter du carburant, ce qui est déjà dangereux, mais ça rappelle pour moi aussi l'obligation d'être intègre. C'est le mot en fait, il n'y a pas 46 façons d'appeler ça. Parce que ce dans quoi nous sommes, si nous ne revenons pas à nos valeurs, ça va nous chauffer.
Vous pensez que le camion là, il passe, vous avez empoché vos petits 3 000, 4 000, mais 5 000 francs. Vous avez regardé les documents à peine et puis vous les laissez passer. Mais c'est vous qui êtes sur la route. Demain, c'est ceux-là encore qui vont passer et puis vous tirez là-dessus. Je crois que ça nous rappelle cette réalité-là. Le caractère impérieux de revenir à certaines valeurs. C'est la corruption sur les routes. C'est les passe-droits. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans ces situations. Sinon, c'est vrai qu'il y a le caractère poreux de nos frontières qui fait que, bon, par des voies détournées, ils arrivent à rentrer sur les territoires, mais ils ne roulent pas à 100% sur des pistes. Ils prennent le bitume et puis ils passent des postes de contrôle. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit vigilant, chacun à son niveau. Et puis, il y a la question des dénonciations. Parce que très souvent aussi, vous voyez des choses pas nettes, mais vous dites, ah, ça là, c'est pas mon problème. Demain là, tu vas dénoncer, après tu auras des soucis ici. C'est vrai. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas une implication de tout le monde, on ne peut pas avoir des résultats comme on l'a. Et puis il y a une justice qui est aussi en train de jouer son rôle parce que, vous savez, quelquefois vous allez regarder derrière et si on tire bien, on aura des noms qui vont déranger. Mais ça, il faut qu'on les dérange. Sinon, ça va continuer. Si quelqu'un s'y adonne, parce que la contrebande, quelquefois, les personnes ne savent pas que le destinataire peut-être final, c'est même le terroriste. Mais ce qu'il voit, c'est son business. Et puis comment est-ce qu'il arrive à se faire de l'argent sans passer par les circuits légaux. Mais vous êtes aussi coupable, même quand vous ne savez pas mais vous savez, c'est ça la réalité. Hein. On achète quelque chose qui est dangereux, on sait qu'il est dangereux, mais à la fin, quand le danger arrive et que ce qui est craint, le pire arrive, vous dites non, je ne savais pas que ça allait être comme ça. Mais vous ne saviez pas pourquoi. Le rôle de ce que vous avez acheté là, c'est pour faire quoi? C'est son rôle qui est là. On dit que c'est dangereux, c'est sa vocation là, c'est dangereux. Donc quand vous êtes dans de cette façon d'agir, vous êtes dans du business qui n'est pas clair. Aujourd'hui, on est dans un... Regardez aujourd'hui, même les transactions bancaires, on commence à être un peu plus restrictifs. Regardez d'où l'argent vient, quel est le motif de transfert, quel est le destinataire, pour ce qui est de certains montants. C'est pour éviter que on en arrive à des situations où ces messieurs-là aient plus d'argent et commencent à recruter comme ils peuvent. Les circuits de blanchiment, si vous ne les maîtrisez pas, vous allez vous retrouver dans des situations où le jeune qui est désœuvré dans une zone où le développement aussi n'a pas répondu en termes d'alternatives pour lui, quand on lui propose 1 million, 1 500 000, quand il prend et regarde, on dit viens en formation, le gars il saute dessus et puis il est parti. Après quand il revient avec les substances qu'il y aura pris là-bas et tout, vous n'allez plus le reconnaître. Mais ça, c'est de l'argent blanchi et autres qui aura servi en définitive à cela. Donc si vous êtes assis aussi et que à votre niveau vous laissez des choses passer, c'est ce qui va arriver. Donc pour revenir à la question du carburant, je pense que ça c'est important. Il faut dire qu'il y a un travail intéressant qui a été fait, le féliciter et puis espérer qu'on ne va pas s'arrêter là et qu'on va continuer pour avoir le bout de tout cela. D'accord. Alors c'est vrai que les autorités judiciaires ont levé le lièvre, mais quand on regarde les premiers éléments de l'enquête, on l'a dit, il y a ce caractère international de la contrebande. On parle du Nigeria, Geoffroy a évoqué le Bénin et le Niger. Est-ce que le Burkina Faso, à lui tout seul, finalement, pourra arriver à bout justement de ce trafic-là? Parce qu'il y a d'autres implications. Est-ce qu'il ne faut pas une lutte, je dirais, beaucoup plus globale et qui intègre tous ces pays? Oui, ça va être très difficile parce que en fait, nous ne sommes pas, on ne produit pas du carburant. Donc le carburant vient de quelque part. C'est que le Nigeria, ça traverse le Bénin pour pouvoir arriver au Burkina. Alors que si, dans le circuit qui a été annoncé dans le communiqué, si par exemple le Bénin arrive à fermer son circuit, ça ne va même plus arriver chez nous. C'est fini. Maintenant, ils peuvent trouver peut-être un autre chemin. Si ce chemin également est fermé, voilà. Donc la responsabilité de chaque pays est très engagée dans le cadre de cette lutte. Et là, le Burkina seul ne pourra rien. Maintenant, si les autres pays arrivent à contenir, si le Nigeria arrive à contenir, ou si le Bénin arrive à contenir, ça va commencer effectivement à diminuer, à s'amenuiser. Puisque ça quitte là-bas et puis ça vient. Donc, le Burkina seul ne pourra pas. C'est comme également la drogue. Hein. C'est la même chose. Je parlais de plusieurs autres filières à verrouiller, mais le circuit aussi de la drogue qui circule. Donc qui alimente le réseau aussi de trafic d'armes illégales qui alimente. Donc il y a plusieurs circuits. Mais au fur et à mesure que certains circuits suivent, parce que le carburant est train et c'est vital pour le déplacement. Donc même s'il a des armes, il ne peut pas se déplacer, c'est compliqué. Si la liquidité ne peut pas se déplacer, c'est compliqué. Même s'il a des engins et qu'il n'a pas de carburant, il ne peut pas bouger. Donc c'est déjà stratégique, le carburant.
Maintenant, c'est les autres pays, donc le Burkina seul ne peut pas. Le Burkina seul ne peut pas. Mais à partir du Burkina, il y a d'autres pays également qui sont arrosés. Puisque souvent ils passent par le Burkina pour rejoindre le Niger ou le Mali. Donc, il y a aussi cette réalité qui est là. Donc, il y a un travail qui doit être fait en bonne intelligence entre les différents pays sur ces questions-là. Voyez-vous, quand le Nigeria s'était fâché, avait fermé sa frontière avec le Bénin, c'est Roch-Marc Christian Kaboré qui avait été sollicité pour intervenir. Parce que le Nigeria aussi n'en pouvait plus à un moment donné. De ce que certains Béninois, en intelligence avec des Nigériens naturellement, fraudaient. Et c'était beaucoup plus le riz et le carburant. Lui subventionne, vous rentrez, vous prenez ce qui est subventionné pour aller revendre moins cher chez vous. Donc, il y avait eu cette crise de frontière entre le Nigeria et le Bénin, qui a duré quand même. Donc, maintenant, par rapport effectivement à ce circuit-là, il va falloir que tous les pays collaborent entre eux en bonne intelligence. Et c'est sûr que dans le cadre de ce travail, peut-être le Burkina n'a pas certainement travaillé seul parce qu'il y a aussi la zone frontalière. Donc, et c'est des gros morceaux. Pour ceux qui disent menu fréquent pour revenir à ce là, c'est pas vrai. Il y a des gros morceaux là-dedans. Ceux qui ont été arrêtés. Ah oui, parce qu'il y en a qui ont des stations-service. C'est pas une station, c'est pas deux stations, c'est pas trois stations. Ce n'est pas Ouagadougou seul. Il y en a qui ont des stations-service. Donc, monsieur a un circuit où il a du carburant, il revend aux d'autres stations, il livre et lui-même il a des stations-service. À Ouagadougou et hors de Ouagadougou. Et il vend du carburant. Donc, et il a des employés. C'est toute une entreprise organisée sur la base de la contrebande. Donc, c'est maintenant, par rapport à ce combat, le Burkina seul, au lieu de me répéter, ne pourra pas. Il faut l'implication de tous les pays, que chacun surveille sérieusement ses frontières et ferme effectivement ces faux circuits-là. Ça va nous rendre beaucoup service. D'accord. C'est vrai que vous avez tantôt parlé de ceux-là qui ont été interpellés. Pour beaucoup, c'est la preuve, une fois de plus, que pour arriver à bout du terrorisme, il faut surtout démanteler, je dirais, les réseaux et les connexions internes. C'est tout. Et ça, sans tirer une balle. C'est même plus économique. Je ne crois pas qu'il y ait une balle qui a été tirée dans cette affaire. On n'a pas perdu une balle de Kalachnikov qui d'ailleurs coûte. C'est en bonne intelligence, beaucoup de courage et savoir déceler les ficelles. Donc, j'ai dit, si dans cette affaire de carburant, il arrive à avoir de la difficulté de ravitaillement, après on ferme les autres circuits de drogue, de médicaments et même des engins à deux roues. Donc, il y a beaucoup il y a un coup dur déjà. Donc, et là, j'ai dit bien sans tirer un seul coup de fusil. Ce n'est pas que du tout militaire, ce n'est pas du tout militaire. Par exemple, ce qui se passe là, ça c'est dans le domaine du trafic, du commerce, donc de la douane. C'est dans le domaine de la douane, donc du ministère de l'économie et des finances, des impôts et tout, ceux qui travaillent dans le cadre de la lutte contre les produits de contrebande et les trafics divers. Donc ici, par exemple, ce n'est pas une affaire de paracommando qui a fait ses armes dans telle ou telle garnison qui revient pour attaquer une troupe d'élite. Non, c'est pas ça. Il s'agit que des Burkinabés qui sont dans l'administration, qui sont dans la surveillance du territoire, dans la surveillance, comme on appelle ça, des produits de la contrebande, s'assument un point, un trait. Voilà. C'est vrai que pour la surveillance, il y a les forces de défense et de sécurité, donc les militaires, comme on appelle ça, les gardes frontières et tout, mais il y a aussi une douane qui doit être plus vigilante par rapport à cela. Et quand on décrit comment est-ce que les uns et les autres font sur les camions berlines où ils enlèvent les sièges arrière pour pouvoir mettre les bidons de carburant et tout, ah non. Donc, il y a, à la lumière de ce que l'événement dit, c'est comme je l'ai dit, c'est difficile que ces choses-là se fassent, voire même impossible, sans une complicité à l'intérieur de notre administration. Ça va être très difficile, parce qu'à un moment donné, ça va coincer. Quelqu'un va constater vos mouvements suspects, ou va même dénoncer, puis ça ne va pas bouger. Sur cette affaire-là, c'est pas sûr qu'il n'y ait pas eu de dénonciation depuis longtemps. Mais personne... On dit, ah d'accord, ok, on a compris. Et puis, mais vous avez peur aussi de vous faire découvrir, donc vous n'insistez pas. Au moins, vous partez tranquillement, parce que vous avez eu le courage au moins de donner un indice. Le reste, ça ne vous regarde pas. Parce que les gens nous disent, moi j'ai dénoncé tel ou tel fait, mais depuis ça n'a pas bougé. Mais moi je suis en paix parce qu'au moins je suis allé dire à quelqu'un que l'État burkinabé paye pour faire son travail. S'il ne l'a pas fait, moi je suis en paix. Ces choses, on entend ça régulièrement par des dénonciations de citoyens burkinabés sur certaines pratiques. Alors, juge, c'est vrai que pour certains, déjà avec ce qu'on a comme révélation,
le Burkina Faso déjà tient un bon bout pour venir à bout du terrorisme, assécher les sources de financement. Est-ce que c'est également votre conviction et qu'est-ce qu'on doit faire justement après ce qui a été donné comme révélation, la suite de cette affaire? Moi, je pense que les révélations permettent de tirer des leçons déjà. Je crois qu'au Burkina, la chose du contrôle pour moi est rendue facile parce que le seul qui peut importer du carburant chez nous, c'est la Sonabi. C'est un monopole donc d'État. Donc je crois que la traçabilité devrait être aussi facile. Puisque c'est pas tout le monde qui peut importer le carburant. C'est vrai que il y a je pense que pour certains consommateurs, gros consommateurs comme des mines et autres, il y a des possibilités d'importation les concernant, mais ça, c'est soumis aussi à un protocole. Donc je veux dire que à partir du moment où c'est pas n'importe qui importe du carburant, donc le contrôle et la traçabilité devraient être un peu plus facile. Donc il y a un travail de veille plus ardu à faire sur nos routes. Et moins de complaisance. Je dis, nos rapports RENLAC et autres nous disent toujours que les champions là, quand on parle de corruption, vous allez regarder, il y a la douane dedans. Et ça, c'est une gifle implacable. Ça ne ment pas. C'est la vérité. Et ce qui est en train d'être donné ici, c'est la réalité de ces faits-là. Le carburant, il vient du Bénin. Le carburant, il vient du Niger. La provenance, une des provenances premières aussi, c'est le Nigeria. Mais ça transite sur nos sols. Les enquêtes parlent de 400 à 500 camions qui sont concernés. Et je lisais un article de l'économiste du Faso qui était intéressant aussi, qui révélait que je pense qu'il y a un conducteur qui disait que sur l'axe Fadan-Gourma, Pama, frontière du Bénin par exemple, à un moment donné, c'était difficile de circuler par là, c'était même presque suspendu à la circulation. Mais il y a des camions qui continuaient. Mais pourquoi ils continuaient? Parce que ceux qui avaient plus le contrôle de la zone étaient en manque de carburant. Vous savez de qui on parle. C'est encore ces terroristes-là. Ils sont en manque de carburant. Donc si vous voulez traverser, il faut transporter leur carburant. Tant que vous leur donnez, vous pouvez passer. Mais si vous vous rendez complice de ces choses-là, en termes clairs, qu'est-ce que vous faites? Vous approvisionnez le terrorisme. Vous êtes avec eux. Et il y a comment dire ça? Il y a, avec les papiers qui sont délivrés et tout, il y a une supercherie qui est faite où le Burkina est zone de transit, ça passe et le Burkina même, à travers le transit, arrive à donner du carburant au Ghana. Alors que le Ghana, c'est un producteur, il y a un port qui permet l'importation même du carburant et tout. Donc, on ne peut pas en être un fournisseur, c'est même pas possible. Donc, selon ce qui est dit, c'est que ce même carburant qui arrive au Ghana est reconditionné parce que la destination finale, c'est le Burkina, il est ramené ici. Mais il y a des leaders locaux au Ghana qui sont au courant de ça et qui organisent ce business-là. Ça aussi, c'est des pistes sur lesquelles il faut aller. Donc, c'est vrai que gérer la chose en interne ne suffira pas. Il y a des relais forcément à nos frontières et pas loin. Il faut aller, il faut pousser jusque-là parce qu'il y a des coopérations dans nos pays. C'est ça qui est important. Maintenant aussi, il faut être encore plus regardant. Quand on regarde aussi à Ouagadougou, 1, 2, 3, il y a quoi qui a pris feu? Vous regardez ces citernes, ils ont tenté de siphonner. Ça fait quoi dans les quartiers là? C'est les fruits de contrebande là, ça fait quoi dans les quartiers? Quelquefois, des quartiers de vocation d'habitation, on trouve encore des fûts avec plein de carburant dedans, c'est tout ça. Et ça, c'est vraiment dangereux. Et pour parler d'impact, quand on lit, pour les 400-500 camions, on parle d'un impact d'environ 10 milliards. Et quand vous regardez aussi la Sonabi, avec les chiffres qu'on a eu 2018, 2019, 2020, vous vous rendez compte que la santé c'est pas trop ça. On parle de... Je peux avoir les chiffres ici parce que je les avais cherchés à un moment donné. Et quand vous regardez, c'est à la fois un manque à gagner qui est monstre. Regardez par exemple, le résultat d'exploitation a baissé respectivement par exemple de 14,592 milliards en 2018, plus de 15 milliards en 2019, et puis on frôle par exemple les 16 milliards en 2020. Mais c'est normal. Si celui qui a le monopole de l'importation se retrouve en concurrence avec des moyens contournés d'importation, avec des Burkinabés véreux qui participent à cela, c'est ce qui va arriver. Ce sera une baisse de forme pour notre Sonabi et ça, c'est une réalité. Mais c'est même pas ça encore le plus dur. C'est que on soit en train de donner de la force à ceux qui nous attaquent chaque matin, chaque midi et chaque soir. Et ça, c'est ça qui fait encore plus mal. D'accord.
Alors, juste pour ma dernière question sur ce chapitre-là, c'est vrai que quand on parle de crimes économiques au Burkina Faso, on a beaucoup de dossiers. Très souvent, à l'entame de l'enquête, cela suscite beaucoup d'espoir, mais au final, les populations sont désabusées parce que les résultats attendus ne sont pas au rendez-vous. Beaucoup sont pessimistes quant à cette enquête-là qui a été, je dirais, commanditée par le procureur Haruna Yoda. Est-ce que vous partagez ce pessimisme-là? Bon, crainte. Je dirais crainte. Et là, effectivement, c'est là où on a un peu plus peur, quoi. Parce que quand c'est comme ça fait peur. C'est vrai que c'est des présumés coupables et tout, mais il y a beaucoup d'indices clairs. Et quand on lit le communiqué, les choses sont suffisamment claires à un certain niveau. Et après, comme vous le dites, bon, silence radio, c'est une affaire de le dossier sur son cours. Donc, il y a eu des cas où des gens ont été pris. En même temps, il y a eu une simulation de crise cardiaque. Monsieur a été conduit en clinique en même temps, alors qu'il n'était même pas en clinique. Il était dans une de ses résidences UP, en train de boire son whisky tranquillement, et puis il attend. Mais officiellement, il a fait crise cardiaque, et puis il a été ramené en soins, dans une clinique de la place. Mais comme la clinique n'est pas nommément citée, on va savoir dans quelle clinique. Monsieur n'est même pas allé là-bas. C'était un arrangement. Donc, il y a eu ces cas-là. Donc, ici, effectivement, ça craint. Parce que ceux qui ont été pris là, certains sont des bras financiers des hommes politiques. Et c'est su, au vu et au su de tout le monde. Certains, dans leur localité, sont des vrais pontes également des partis politiques, y compris de la majorité et ou de l'opposition. Et comme certains ont besoin de la protection, naturellement, ils ont décalé pour aller à la majorité. Et dans la zone, c'est un des barons financiers du parti au pouvoir. Certains sont dans le lot. Et ils sont connus, et comme on appelle ça, et très bien connus. Donc, dans ces conditions, il y a un risque. Quand je vous donnais l'argent, vous dites quoi? Mais on ne savait pas que c'est l'argent, mais il fallait chercher à savoir. Il y a d'autres, même on soupçonne. Des gens même trouveront le moyen pour dire, camarade, lui, il a son argent, attention, parce que non, l'argent n'a pas d'odeur. Et après, il y a ce risque-là. Donc, moi, la crainte, effectivement, que le dossier piétine, aboutisse ou difficilement ou pas, cette crainte est très élevée. Ça, c'est le premier niveau. Donc, la connexion entre les contrebandiers en chef et les hommes politiques et les dirigeants. Ça, c'est sur le plan politique. La deuxième crainte, c'est la connexion entre ces messieurs-là et les travailleurs de l'administration burkinabé, soit dans le domaine des impôts, ou dans le domaine des douanes, ou même de la centrale des hydrocarbures au Burkina, au niveau de la SONAVI. Donc ça, c'est également un autre niveau de crainte qui ne facilitera pas les enquêtes ou qui ne facilitera pas. Voilà. Parce que derrière quelqu'un également qui est assis là-bas, il y a une autre personne qui l'a mis, qui est derrière et il protège, comme on appelle ça, des intérêts. Et pour terminer, ce sont les citoyens burkinabés eux-mêmes. Paradoxal. Qui sont capables de dire non, c'est ceci, c'est cela. Donc, il y a plusieurs craintes qui sont partagées. Mais déjà, j'ai dit, on tient un bout. Et ça, c'est déjà bien. Donc, l'ASELC, le procureur Yoda, les forces de défense et de sécurité, toutes ces personnes qui ont été impliquées pour qu'on arrive à ce résultat sont tous à féliciter. Là, il faut avoir le courage de les dire. Mais maintenant, je pense que si notre société civile burkinabé devrait conséquemment s'assumer sur ceux qui sont en train de lutter contre le terrorisme à travers des contributions diverses, des contributions citoyennes, de l'argent, des habits pour les personnes déplacées internes, devraient normalement se mobiliser pour soutenir, pour que ce dossier puisse aboutir. Ça, c'est très important, parce que ça va nous permettre de régler en même temps beaucoup de problèmes. Mais si l'euphorie s'estompe, et puis tout le monde rejoint et on range les armes et on s'occupe d'autres choses qui n'ont rien à voir. Donc, parce que ça, c'est faire cette veille-là sur ce dossier. C'est déjà quelque chose de très important. Je dis bien pour nous, les organisations de la société civile. Les médias joueront leur rôle, mais ça ne va pas dépasser le cadre d'un article qui a été lu, qui a fait des révélations. On tourne la page, on range et puis on passe à autre chose. Mais cette pression soutenue devait pouvoir venir, je dis bien, comme on appelle ça, des organisations de défense des droits des consommateurs et comme on appelle ça, et des autres, comme on appelle ça, leaders de la société civile. Ailleurs, ce n'est pas des dossiers avec lesquels on dort. Ça devait être accéléré, parce que quand la procédure est accélérée, ça permet de régler en même temps un certain nombre de problèmes en même temps. Mais plus ça traîne, moins ça avance. Donc, moi, c'est sur la base de ces trois faits-là que moi j'ai des inquiétudes.
Merci, juge Bouma. Merci également, juge Va. Nous allons passer au deuxième sujet retenu pour cette convocation, c'est notamment la reprise du dialogue politique. Alors, suspendu le 19 juin 2021, la majorité et l'opposition se retrouvent autour de la table justement pour ce dialogue politique-là. Visiblement, plus rien n'empêche que le débat puisse en tout cas se mener quand on écoute déjà les parties prenantes déjà à l'ouverture de ce dialogue-là. Juge Va, est-ce que cette fois-ci, ça va être la bonne? Bon. On espère que ça sera la bonne. Dans tous les cas, c'est les politiques qui se parlent. Et puis, ils n'ont d'autre choix à un moment donné que d'avancer sur certains sujets. Ce qui a fâché, c'était la question sécuritaire. Et après, ils se sont quittés presque en queue de poisson. Maintenant, moi, je me dis aussi que la question sécuritaire, c'est pas la première fois que cela est abordé lors de ce dialogue-là politique. On se rappelle que l'un des derniers, si ce n'est peut-être les deux derniers, c'était encore la question centrale. Et il y avait beaucoup de recommandations en la matière qui avaient été faites. Et quand vous lisez, ça n'était que vraiment pour arranger les choses. Maintenant, quelquefois aussi, le positionnement même politique par rapport à certains sujets qui sont d'actualité et qui sont les préoccupations de tous les Burkinabés. Maintenant, l'opposition a donné ses raisons de partir. Maintenant, bon, nous on l'a reçue ici à chaque fois. Elle nous a pas donné les raisons pour lesquelles elle devrait revenir à une table. Dans tous les cas, elle donnait l'impression d'être encore en train de discuter. Mais bon, c'est heureux qu'on voit qu'ils sont en train de reprendre donc ce dialogue-là. Et puis, pour moi, c'est ça le plus important. Quand vous regardez, au fond, ils vont se rencontrer, mais ils vont parler des questions électoralistes. Parce que c'est ça leur fond. C'est ce pourquoi ils existent, c'est la conquête du pouvoir dans tout ce que vous avez comme stratification. Maintenant, je ne dis pas que le vécu du Burkinabé, la situation du Burkinabé leur importe peu. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il y a aussi d'autres cadres pour parler justement de ces problèmes-là que vivent les Burkinabés. Donc, le positionnement et la posture, quelquefois où on fait chauffer les oreilles juste parce que sur certaines questions, on se positionne politiquement. Bon, c'est pas ça qui fait avancer les choses. Et on a remarqué aussi que même au sein de l'opposition, la posture n'était pas uniligne. Il y en a qui disaient, bon, est-ce qu'on avait besoin de quitter le dialogue? Pour ça, est-ce qu'on ne devrait pas continuer à dialoguer? Maintenant, quitte à recentrer ce qui est d'intérêt pour nous. Mais nous, tous on sait aussi que ce qui est d'intérêt, ça sera à la fin des consultations. Et c'est ce qui est en train de venir, de coupage, autres éléments, sur ces consultations de proximité. Ça, quand un homme politique dort, c'est ça qui est dans sa tête d'abord. Maintenant, pour le reste, j'ai dit que les offres ont été celles qui ont été faites pendant la campagne. Les Burkinabés ont fait leur choix. Maintenant, si vous pensez que l'offre domestique aujourd'hui n'est pas bonne, je crois qu'il y aura une sanction qui viendra par rapport à ces choix-là. Maintenant, lorsque c'est criard, c'est vrai, c'est bon de critiquer, d'avancer, de donner des... Mais arrêter toute la machine pour ça, je pense que c'était plutôt dans une posture de jeu de coq sur des trucs politiques et c'était plus là. La preuve, les raisons pour lesquelles le dialogue a été suspendu là, et rien n'a vraiment foncièrement changé. Donc dans ce cas de figure, pourquoi tant de bruit? Pourquoi est-ce qu'on a fait autant de bruit pour ça? Il fallait continuer de discuter et puis on allait passer à autre chose, on allait s'arrêter sur il y a d'autres cadres pour parler en tout cas des sujets qui préoccupent les Burkinabés. D'accord. Juge Bouma, l'opposition politique aujourd'hui qui est satisfait du choix de la majorité d'intégrer ses préoccupations, notamment la question sécuritaire et la réconciliation nationale. Mais comme Juge Vaha l'a dit, les vrais enjeux, c'est les questions politiques, c'est notamment comment préparer les échéances électorales à venir. C'est tout, à la lumière d'ailleurs de ce que le juge va dire. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut ajouter. C'est tout. Tout ce branle-bas, en fait, c'est le marketing politique. Et c'est pour avoir les faveurs du citoyen burkinabé qui dit ouais, maintenant on a une opposition qui regarde, on a une opposition qui ne se laisse pas faire parce que la question sécuritaire est beaucoup plus préoccupante. C'est pourquoi j'ai dit, et j'ai toujours dénoncé la politisation de notre question sécuritaire, de notre lutte contre le terrorisme. Nous savons tous que ce débat-là, quel que soit le temps qu'il va prendre, ça va finir sur les questions électorales. La question de la réconciliation, vous voudrez qu'il y ait un ministre qui travaille là-dessus. Il y aura les assises régionales. La date même pour le forum est retenue. Où est le problème encore? Maintenant, si le ministre va venir faire son exposé sur les questions de réconciliation. Vous allez claquer la porte au nom des questions de réconciliation. On vous dit qu'il y a un forum qui est programmé à telle date. Puisque vous avez déjà la date. C'est quoi vous voulez encore?
comme autre argument pour refuser de venir siéger à la table parce que ce n'est pas inscrit à l'ordre du jour. Mais dans le lot de ceux qui travaillent, il y a des opposants, la majorité par rapport au niveau des commissions qui ont été installées pour les questions de réconciliation nationale. Bon. Si c'est le dossier Blaise cher au CDP, on vous dira que tout est reversé dans le cadre dans le cadre des questions de réconciliation nationale. Le forum va venir régler ça, c'est au Burkinabé de déterminer. Voilà. Et on vous dira que sur les dossiers judiciaires, il y a le dossier Thomas Sankara qui va s'ouvrir le 11. Ça va contribuer un temps soit peu à baisser la température, la fièvre sociale. Président, il reste quoi encore la question de réconciliation qui milite à ce que vous claquez une porte. Il n'y en a plus. Maintenant, sur les questions de sécurité, vous demandez le départ de 2 ministres et puis des gages forts. D'abord, c'était le départ d'un seul ministre qui avait été demandé. C'est après que le deuxième ministre qui a été demandé. Et vous demandez des gages forts et puis des mesures fortes. Les 2 ministres sont partis. Le commandement n'a pas changé. Et tout. Les attaques ont continué. Il reste quoi encore? Qu'est-ce qui s'est amélioré? Maintenant, on se dit qu'on a vu des signes forts, qu'il y a des efforts qui sont faits pour, arrondir les angles, pour aboutir à la même chose. Si la question de réconciliation, parmi ceux qui sont ici, il y en a qui ont besoin de régler des problèmes domestiques en leur sein. Même dans leur parti, il y en a qui ont des réconciliations à faire. Même au sein de leur parti politique. Et là, même le chef de file de l'opposition n'a pas échappé. Parce que même dans ses rangs, les jeunes, la dernière fois, on a vu le désolant spectacle qui a été livré au Burkina Faso. Donc, il y a ces questions même internes, naturellement, à régler. Donc, et une même opposition d'ailleurs aussi qui n'a pas parlé le même langage quand les marches avaient été annoncées entre Ablassi Ouedraogo et certains d'autres camarades de l'opposition, ils n'ont pas parlé le même langage par rapport au regard à avoir sur cette marche. Donc, il y a une opposition également d'ailleurs qui a aussi devant sa porte à balayer. Donc, en même temps, la question sécuritaire, oui, ils veulent des gages, des garanties, oui, mais bon, on est d'accord que, mais c'est pour finir sur la question des élections et sur le découpage. Chacun va regarder les prochaines municipales, là, est-ce que ça va nous arranger ou ça ne va pas nous arranger. Tout le reste, là, c'est du faire valoir. Mais je n'ai pas dit que le fait que l'opposition ait bandé les muscles n'a pas contribué à ce qu'on ait du résultat. Ça contribue à ce qu'on ait du résultat, à ce que les lignes bougent au niveau du commandement, c'est vrai qu'il y a eu le départ des 2 ministres, mais il y a des lignes qui ont bougé. Et ça, j'ai dit, comment on appelle ça, c'est bien, c'est à mettre à leur actif. Mais pour la suite, bon, ça va se terminer par comment on va organiser les municipales, comment on va réviser le contenu de la loi, et puis comment on gère la question du découpage, qui est aujourd'hui une patate très chaude, parce que la tendance est d'organiser ce découpage-là après les municipales prochaines, pour ne pas créer de nouveaux problèmes et gonfler aussi le budget. Parce que si on aura les élections sur la base du nouveau découpage avec de nouvelles communes, il faut augmenter la cagnotte par rapport au budget de des prochaines municipales. Mais si c'est après, non seulement les régions ou les localités qui seront frustrées de n'avoir pas été érigées en rang de province ou de commune auront 4 ou 5 ans pour faire leur bagarre, et puis on dit on a un pays à développer peut-être. Parce qu'il y a cette gestion politique aussi de ce dossier-là qui est sur la table. Mais bon, comme un parti politique est créé pour conquérir et exercer le pouvoir d'État, à la fin, c'est la question électorale qui préoccupe, parce que c'est ça qui peut vous faire gagner et contribuer à faire changer les choses. D'accord. Alors, c'est vrai que les conclusions de ce dialogue politique sont attendues pour aujourd'hui même. On n'a pas encore une claire vision de l'heure qui sera donnée pour justement cette conclusion. Mais déjà, peut-être dernière question, quelles sont vos attentes au sortir de ce grand rendez-vous de la classe politique? Bon, on connaît les grands points qu'ils ont décidé d'inscrire. Ils ont décidé maintenant de stratifier, comme l'opposition le voulait. D'abord, on inscrit les questions sécuritaires. Et puis, sur les questions sécuritaires, c'est les ministres qui ont été entendus comme la première fois. Et l'opposition avait dit ne pas avoir été convaincu. Et avec ce qu'il y a eu après, on a demandé des démissions et tout. Cette fois-ci, on a des nouveaux qui sont là. Donc, sûrement qu'ils vont faire le point de la situation. Et on espère que l'opposition sera peut-être convaincue. Mais dans tous les cas, elle aura son bémol à mettre. Ça sera clair. Maintenant, le deuxième élément, c'est la réconciliation. La réconciliation, vous savez, c'est le mot qui passe partout aujourd'hui, mais on ne sait pas ce qu'on met dedans. Je ne suis pas sûr que ce qu'on mettra dedans et ce qui sera de l'ordre des discussions directes entre eux, on viendra nous le dire.
Parce que ça encore, ça rentre dans le calendrier de quelqu'un qui est ministre d'État pour ça. Donc ça encore, on n'aura pas le clair mot, c'est ce que je pense. Et puis, il y aura peut-être ce qui les réunit vraiment. Peut-être la relecture à minima du code électoral et puis un certain nombre de points sur lesquels ils auront peut-être à s'entendre, comme Bernard le disait tout à l'heure. Le découpage, c'est sûr que la patate chaude veut la mettre après. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont organiser les consultations de proximité là, ça, c'est des choses sur lesquelles ils vont discuter. Mais moi, je me dis aussi que c'est un rendez-vous qui a son sens. Ce dialogue politique là entre majorité et opposition, ça permet, lorsqu'il y a des moments chauds, d'aplaner un certain nombre d'éléments et puis d'avoir un rendez-vous qui leur permet de se parler directement. C'est ce qui est important pour moi. Maintenant, pour nous, citoyens lambda, attendre que ce qui est dit dans le secret là-bas nous revienne, ça sera dans des enrobés. Peut-être qu'après, sur la question de réconciliation, même comme il y a des assises, les vraies propositions, on les aura. L'opposition va les faire et ça sera devant tout le monde, la majorité aussi. Maintenant, sur la question sécuritaire, je pense qu'on a élu quelqu'un qui a proposé quelque chose burkinabé, dont le choix s'est porté là-dessus. Et c'est à lui, pour être jugé à la fin, de lui laisser dérouler amplement le programme qu'il a prévu là-dessus. Je pense que ça. Et puis après, c'est les plateaux sur lesquels on va les recevoir pour critiquer peut-être le caractère intéressant de l'offre ou pas. D'accord, vous l'avez dit, nous allons attendre et suivre de très près justement la conclusion de ce dialogue politique-là. Peut-être que les grandes décisions seront convoquées au tribunal de l'actualité. Ensemble, nous allons porter un regard. En tout cas, merci pour ces clés de lecture pour la présente convocation. C'est avec justement ces propos que nous allons mettre un point final à la présente convocation et se donner rendez-vous demain pour la même mission. Poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, 3TV et Watt FM.